Oyez, oyez, chers débriefeurs, vous regardez le 15e et dernier épisode du débrief saison numéro 1. Dans les news de la semaine, au menu de cette émission, on parlera des fermiers blancs dédommagés par le Zimbabwe, de la fille de Kofi Olomide, de manifestations au Nigeria, de DJ Arafat, d'une émission de télé-réalité camerounaise qui s'est lancée dans des conditions pour le moins compliquées, de Burna Boy. Bref, comme les semaines précédentes, j'ai beaucoup à vous dire sur l'actualité africaine de ces derniers jours. J'avais également prévu pour cette dernière intro de la saison de vous parler de quelque chose de drôle et de léger. Et puis l'actu en a décidé autrement. Vous êtes probablement au courant, le 6 août 2020, à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'il serait candidat aux élections présidentielles prévues en octobre. Ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Que dire ? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai hésité à commenter cette annonce. Tout d'abord parce qu'elle n'est pas une surprise en soi. Cela fait environ 3 semaines que les partisans et cadres du RHDP, parti au pouvoir, ont commencé une véritable campagne médiatique, sûrement pour que la pilule passe mieux auprès de la population. Ensuite, j'ai hésité à dire ici le fond de ma pensée parce que, ne nous mentons pas, la parole n'est pas totalement libre sur le sujet. Compte tenu des enjeux et de la tension palpable autour de cette élection, les personnes situées du mauvais côté de la barrière risquent à minima une convocation judiciaire pour leurs propos. Mais c'est aussi à ça que sert cette émission, c'est dire tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensent tout bas. Dans la liste des conseils que ma mère m'a souvent donnés, coucou maman, il y en a un que je garde très souvent à l'esprit, c'est qu'il faut soigner son entrée, mais encore plus soigner sa sortie, parce que c'est souvent le dernier souvenir qu'on gardera de vous. J'ai écouté et réécouté très attentivement le discours de M. Ouattara, et il y a tout un tas de mots, de formulations, de sous-entendus, de concepts qui m'ont interpellé. Le premier étant la confusion très claire entre les prérogatives du président et celles du candidat du RHDP. Le 5 mars 2020, lorsqu'il annonçait qu'il ne se représenterait pas, Alassane Ouattara s'exprimait non pas devant ses partisans, mais devant le Parlement, en d'autres termes, devant les représentants du peuple. Ce n'est donc pas un engagement qu'il a uniquement pris auprès de son parti. Dans ce cas, en quoi la disparition, aussi tragique soit-elle, du candidat Gon Coulibaly est un cas de force majeure qui pousse le chef de l'État à revenir sur sa parole. Un parti qui se retrouve sans candidat est un problème interne et non une problématique qui engage l'ensemble du pays. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de mélange des genres un peu problématique ? Deuxième remarque sur le même point. M. Ouattara a justifié sa décision de vouloir briguer un nouveau mandat en mettant la responsabilité sur des circonstances qui ne dépendent pas de lui, mais de la providence. L'homme propose, Dieu dispose, a-t-il dit. Soit.
Mais il a également ajouté que ce sont ses concitoyens qui l'ont sollicité. Bon, alors je ne veux pas pinailler sur les détails, mais certes, les partisans du RHDP font partie du peuple ivoirien, mais sont-ils représentatifs de l'ensemble du peuple? Est-ce que leurs désirs et aspirations sont en phase avec les désirs et aspirations de millions d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes du pays et de la diaspora? Là encore, des questions auxquelles il faudrait répondre. Si encore un référendum national avait été organisé pour interroger le peuple sur cette potentielle nouvelle candidature et que le oui l'avait emporté, on aurait compris qu'un plébiscite populaire soit utilisé comme argument. Or, je n'ai pas entendu parler d'un quelconque référendum de ce genre. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que c'est moi qui suis passé à côté de l'info. En somme, non seulement il n'y a pas eu de consultation claire à l'intérieur du parti, parce que oui, les cadres d'un parti ne représentent pas un parti en entier, mais le peuple n'a pas été consulté non plus. Du coup, de quels concitoyens parle-t-on ici? Troisième point, et là je vais être spécifique sur le parti en question. À ma connaissance, une des qualités requises pour diriger, c'est le leadership. Et le leadership, entre autres choses, c'est d'élever et révéler les talents de ceux qui nous entourent. C'est leur transmettre le savoir et, quand les règles l'exigent, leur transmettre le pouvoir. Dites-moi en commentaire, que doit-on penser d'une personne, d'un leader qui, au bout de 10 ans cumulés de mandat et 25 ans à la tête de coalition politique, n'arrive pas à trouver qui que ce soit au sein de sa propre équipe pour poursuivre ce qu'il a entamé? Feu Amadou Gon Coulibaly était-il vraiment le seul au sein d'une aussi grande formation politique à pouvoir reprendre le flambeau? Au milieu de toutes ces personnes qui cumulent déjà plus de 20 ans d'expérience politique, la question se pose. Dans l'absolu, il ne faut pas non plus tout peindre en noir. Nous avons encore des pays africains où les transitions politiques se font et se sont faites de manière conventionnelle. Le Ghana, le Sénégal ou encore le Botswana, où le président Ayan Kama, après 2 mandats, a même décidé de partir plus tôt que prévu. Parce qu'il avait à la fois confiance en son parti et dans les institutions de son pays. Et c'est malheureusement ça, le problème que nous avons encore ailleurs sur le continent, le syndrome de Superman ou le complexe du Messie. Nos États qui hier étaient hyper centralisés autour d'un père de la nation continuent de l'être aujourd'hui autour de la figure d'un homme providentiel. Le chef qui détiendrait exclusivement les clés de notre développement, le leader sans qui le pays menace de s'écrouler, et à grand renfort de culte de la personnalité, d'apologie de la soumission à l'ordre établi et de censure des voix discordantes, nos institutions sont affaiblies, loin d'être indépendantes et manipulées en fonction des agendas et ambitions personnelles. Pour en revenir à la Côte d'Ivoire, maintenant que cette candidature est officialisée, il faudra attendre de voir dès le mois de septembre si elle sera validée puisqu'elle est ou n'est pas en accord avec la Constitution. Ce sera probablement au Conseil constitutionnel de trancher. Il ne reste plus qu'à espérer que le processus électoral se déroulera sans effusion de sang car les Ivoiriens ont déjà suffisamment donné de leur vie. Et à regarder l'élection qui se profile, on peut même se demander s'ils ne l'ont pas fait pour rien. Enfin, qui vivra verra. Pour finir sur ce sujet, je sais d'avance que les fanatiques d'un parti ou d'un autre viendront interroger ma légitimité à parler de politique ivoirienne. Ils l'ont fait tout au long de cette saison. Bon, je vais me permettre de leur répondre une fois pour toutes. Vos problèmes sont nos problèmes. Parce que ma vision d'un esprit panafricain, c'est de penser et aimer l'Afrique, non pas à partir de nos particularités ethniques, nationales ou même de notre quartier. C'est tenir à chaque pays du continent autant qu'au sien. Et c'est à ce titre que nous nous sentons concernés par les tensions sécuritaires et politiques qui traversent ce pays. Parce que ce qui s'y passe ressemble à un scénario auquel des millions d'Africains sont malheureusement déjà habitués. Et il faut le dire, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, au Gabon ou encore en Ouganda, nous sommes fatigués. 60 ans après nos indépendances respectives et 30 ans après le multipartisme, nous sommes mentalement épuisés de devoir toujours craindre le pire lorsqu'un chef d'État ou un gouvernement décide de contourner les règles ou de ne pas tenir ses promesses. Dans tous les cas, on souhaite encore un heureux 60e anniversaire à la nation ivoirienne. Le débrief numéro 15, let's go. On démarre avec le Cameroun qui a malheureusement encore été la cible d'attaques terroristes. 18 personnes ont perdu la vie dans la nuit du 1er au 2 août à Ngetchewe, dans l'extrême nord du pays, après une incursion du groupuscule Boko Haram. Les populations du village Ngetchewe dans l'arrondissement de Mayo-Moskota, département du Mayo-Sanaga, ont été la cible d'attaques simultanées des combattants de la secte terroriste Boko Haram.
dans la nuit du 1er au 2 août. Selon les témoignages concordants, les assaillants armés de fusils et autres armes blanches seraient venus en plusieurs colonnes le samedi, aux environs de 23 heures. Ils ont attaqué pendant 4 heures d'horloge le camp des déplacés internes sur leur site, situé derrière le centre de santé intégré de Ngetchewe, ainsi que quelques concessions de villageois. Les victimes confient qu'il y a au moins 18 personnes qui ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées et actuellement sont sous soins à l'hôpital adventiste de Kosa. Selon un riverain, on dénombre 18 personnes tuées par fusil ou égorgées. Il y a également 8 personnes qui manquent à l'appel, mais on ne sait si elles sont décédées ou tout simplement réfugiées dans les champs. C'est une attaque de trop dans ce village où les gens dorment pratiquement en brousse et en montagne, de peur d'être surpris par Boko Haram. Les incursions de la secte islamiste ici, dans les villages environnants, sont quasi quotidiennes. Ce camp de déplacés était sous la responsabilité des gendarmes. Ils ont tout fait pour limiter les dégâts, mais ils sont en sous-effectif, d'après les témoignages. Au petit matin, les populations ont été contraintes de converger vers Kozé et Mokolo sous une pluie battante pour fuir le village. L'extrême nord du Cameroun accueille actuellement plus de 300 000 personnes déplacées internes, d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Toutes nos pensées vont bien sûr aux victimes ainsi qu'à ces populations. Dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 juillet 2020, un soldat complètement ivre du 122e bataillon des forces armées du Congo, en RDC, a ouvert le feu sur une vingtaine de passants croisés sur son chemin à Sangué, à l'est du pays, tuant 13 personnes, dont une petite fille de 2 ans. Le drame s'est déroulé jeudi soir dans cette commune du Sud Kivu, une région en proie à des violences ethniques récurrentes depuis 25 ans. Les victimes sont toutes des civils, dont une fillette de 2 ans et 7 femmes. L'auteur est un militaire ivre des FARDC, Forces armées de la RDC, qui a tiré sur au moins 20 civils croisés sur son chemin au quartier Rotanga, dans la cité de Sangué, dans le territoire d'Ouvira, Sud Kivu Est. Ce militaire a fait beaucoup de mal à notre communauté. La nuit du jeudi, il a tiré sur nous. Enveloppés dans des linceuls, des corps sont exposés à un carrefour, empêchant la circulation automobile. Les habitants de Sangué, dans l'est de la République démocratique du Congo, crient leur colère. Nous voici aujourd'hui au cimetière à enterrer des innocents. Nous pleurons tous à Sangué à cause de cette situation. Le porte-parole de l'armée dans cette région, Dieudonné Kasereka, a déclaré que le criminel serait toujours en cavale. Une délégation de l'ONU a été envoyée sur place pour calmer la situation. Au Nigeria, l'actu de la semaine a été marquée par Revolution Now, un mouvement lancé par le journaliste et probablement un des activistes politiques les plus célèbres du Nigeria, Omoyele Sowore. À la tête du média engagé Sahara Reporters et ancien candidat à la présidentielle l'an dernier, il avait déjà été arrêté et détenu en août 2019 après avoir appelé à manifester contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Faut croire que sa détention ne l'a pas découragé puisqu'un an plus tard, il a de nouveau organisé une manifestation nationale contre la corruption qui a eu lieu le mercredi 5 août 2020, notamment à Lagos et Abuja. Et comme il fallait s'y attendre, des manifestants ont été arrêtés et d'autres humiliés publiquement par les forces de l'ordre, comme d'habitude, quoi. Et puisqu'on vient de parler de manifestations contre la corruption, une vague de contestation sociale agite en ce moment le Zimbabwe. Le pays plongé depuis les années 2000 dans une crise économique catastrophique est en proie au soulèvement populaire et aux dénonciations contre le régime en place. Le 21 juillet dernier, le reporter international Hopewell Chinono se filmait en train de se faire arrêter chez lui par 8 agents du gouvernement sans aucun mandat d'arrêt. Plus tard, il a été accusé d'incitation à la violence. Or, il s'agit du même journaliste qui a révélé des malversations financières dans la gestion du coronavirus, malversations qui impliqueraient non seulement le ministre de la Santé, qui entre-temps a démissionné, mais aussi le fils du chef de l'État zimbabwéen et d'autres membres du cercle présidentiel. En marge d'une mobilisation sans précédent sur les réseaux sociaux, une marche de protestation contre la corruption et la crise économique, prévue le vendredi 31 juillet, et dont les initiateurs sont toujours détenus, a été tout simplement annulée par les autorités, prétextant la mise en place de mesures barrières. En amont de cette interdiction, plusieurs hommes et femmes à travers le pays ont été arrêtés ou tabassés par les forces de l'ordre.
C'est quand même drôle qu'un simple appel à manifester contre la corruption et l'inflation provoque autant de paranoïa chez des dirigeants qui n'ont en principe rien à se reprocher. Pour lutter contre le coronavirus, les autorités ont interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Mais l'ONU s'inquiète que le pays utilise la pandémie comme prétexte pour réprimer la liberté d'expression. L'écrivaine Tsitsi Dangarembga a été arrêtée ce vendredi alors qu'elle manifestait avec des pancartes appelant à la libération d'Opwell Chinono. Ce journaliste zimbabwéen est toujours en détention provisoire. Il a été interpellé la semaine dernière en même temps que l'opposant Jacob Ngarevume. Tous deux ont été accusés d'incitation à la violence après avoir appelé les Zimbabwéens à manifester ce 31 juillet. Il y a quelques semaines, Opwell Chinono avait révélé un scandale de corruption au sein du gouvernement qui avait poussé le ministre de la Santé à démissionner début juillet. De son côté, le président justifie ses arrestations arbitraires ainsi que le musellement de sa population par la nécessité de contrecarrer un coup d'État. Pour rappel, Emmerson Mnangagwa est arrivé au pouvoir grâce à l'armée en novembre 2017, mais la situation s'est tellement détériorée depuis que certains en sont même déjà à regretter l'époque de Robert Mugabe, c'est vous dire. Il est surnommé le crocodile pour son caractère intransigeant et la crainte qu'il inspire. Emmerson Mnangagwa était autrefois le plus loyal des députés du président Robert Mugabe, un fidèle parmi les fidèles, l'un des favoris à sa succession. Mais le 6 novembre 2017, il est limogé de son poste de vice-président du Zimbabwe par le chef de l'État, lui qui souhaite alors favoriser la carrière politique de sa femme, Grace Mugabe. Un départ forcé qui met en lumière les dissensions au sein du parti présidentiel et la haine que se voue la première dame et l'ancien lieutenant de son mari. Une éviction humiliante et un choc pour les militaires qui ont combattu lors de la guerre d'indépendance. Tous lui ont apporté leur soutien et Emmerson Mnangagwa a toujours entretenu des rapports étroits avec l'armée. Après son limogeage, il se réfugie en Afrique du Sud. 2 semaines d'exil, il revient triomphant et prend les rênes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance au début des années 80. Une période trouble, lors de laquelle il dirige notamment le service de renseignement, auteur de nombreuses exactions dans la région du Matabeleland. La répression à l'époque fait entre 10 000 et 30 000 morts. Robert Mugabe sur la touche, le crocodile est investi président du Zimbabwe le 24 novembre dernier. Ses détracteurs l'accusent d'avoir fomenté un coup d'État. Sacré personnage, hein. Dans tous les cas, le crocodile s'est exprimé à la télévision le 4 août 2020 et il a promis de continuer à persécuter ceux qui cherchent à, je cite, déstabiliser le pays. Qualifiés de pommes pourries et de voyous, les journalistes, activistes et opposants qui sont actuellement arrêtés feraient partie, d'après Monsieur le Président, d'un complot appuyé par des puissances étrangères pour renverser le gouvernement en place. Je suppose que ce sont également ces forces de l'ombre qui, à l'étranger, ont décidé de détourner les fonds publics. Mais enfin, pardon, je m'égare. Si vous souhaitez en savoir plus sur la crise en cours, Zimbabwean Lives Matter, le hashtag créé pour dénoncer la situation au Zimbabwe, est actuellement à la une sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnalités africaines ont déjà commencé à mobiliser l'opinion internationale sur le sujet. Pour finir ce segment sur le Zimbabwe, une autre actualité et pas des moindres. Le 29 juillet 2020, le gouvernement du pays a annoncé que 3,5 milliards de dollars de dédommagement seront versés aux fermiers blancs qui avaient été expropriés par Robert Mugabe il y a une vingtaine d'années. Chose promise, chose due. Le gouvernement zimbabwéen et les fermiers blancs ont signé un accord de compensation de 3,5 milliards de dollars pour régler le différend qui les oppose. Cet accord marque un tournant important dans un conflit qui a fait basculer l'économie de ce pays d'Afrique australe en chute libre en réduisant la production alimentaire et les revenus d'exportation. En réalité, le seul accord ainsi signé par le président du Zimbabwe met les fermiers blancs en confiance et va entraîner certainement et forcément une mobilisation des fonds, même au niveau international, compte tenu du potentiel du Zimbabwe. Ça, il faut le noter. Les conditions de compensation restent pour le moment floues. Le pays est plongé dans une crise économique et doit lutter contre une inflation de plus de 700%. Vu la santé financière actuelle du Zimbabwe, on ne sait pas très bien d'où viendront les 3,5 milliards de dollars à verser à ces fermiers blancs, ni l'impact que cette décision aura sur l'économie du pays.
Selon certains analystes, cette compensation pourrait permettre au Zimbabwe de revenir dans les bonnes grâces des institutions internationales, ce qui aiderait à relancer le pays en principe. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ces théories, mais une chose est sûre, cela ne va pas accentuer la popularité du président Mnangagwa auprès de sa population, bien au contraire. Dans la section People cette semaine, on adresse nos félicitations à Didi Stone. La fille de l'artiste Koffi Olomide a révélé le 4 août 2020 qu'elle avait été recrutée comme nouvelle ambassadrice de L'Oréal Paris. La jeune mannequin d'origine congolaise qui a déjà prêté son visage à Fenty, la marque de vêtements de Rihanna, devrait apparaître très prochainement dans une campagne mettant en avant les produits de maquillage conçus par L'Oréal sur le marché français. Encore bravo donc à Didi Stone pour cette nouvelle étape dans sa carrière professionnelle. Il y a quasiment un an, jour pour jour, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses monuments de la musique, Ange Didier Ouon, dit Arafat, le roi du coupé-décalé, précurseur de nombreux concepts musicaux ivoiriens, décédé brutalement à la suite d'un accident de moto le 12 août 2019 à Abidjan. Il avait alors 33 ans. Il s'était fait connaître en 2003 grâce à son tube hommage Jonathan et ne s'était plus arrêté, régnant pendant plus d'une décennie sur le showbiz ivoirien. Autant connu pour son talent que pour ses nombreuses frasques, dont les célèbres clashs avec ses rivaux du coupé-décalé, il a laissé derrière lui des milliers de fans éplorés à travers l'Afrique et la diaspora, ainsi que sa jeune fiancée et 5 enfants. Les préparatifs de la célébration du premier anniversaire de sa mort vont bon train, avec un comité d'organisation composé de l'ex-staff managérial de l'artiste, ainsi que des pairs du monde du showbiz. Des festivités familiales et traditionnelles sont notamment prévues, dont une messe d'action de grâce le mardi 11 août 2020, suivie d'une parade de motards, d'animations et de concerts à travers Abidjan, sans oublier bien sûr la diffusion des œuvres de l'artiste sur les chaînes de radio et de télévision. Ces célébrations devraient prendre fin le 15 août. Des t-shirts et cache-nez, mesures barrières oblige, à l'effigie du chanteur sont déjà accessibles au grand public. Nul doute que vous verrez probablement les images de ces célébrations sur la toile dans les prochains jours. Qu'il continue de reposer en paix. Parlant de stars controversées en Côte d'Ivoire, l'artiste-chanteur S. Kelly a été arrêté le dimanche 2 août 2020 dans la ville de Bouaké pour avoir injurié le président et le premier ministre ivoirien dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Surnommée l'oiseau de Dieu ou encore la machette, la star est connue pour ses looks aussi loufoques que ses déclarations. Par contre, cette fois aura été la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase, puisque les éléments de la brigade anticriminelle de Bouaké l'ont emmené au commissariat du 1er arrondissement de la ville. Il a été déféré ce mardi 4 août pour répondre de ses actes. Selon nos dernières informations, S. Kelly attend encore d'être situé sur son sort. Alors, je suis sûre que vous vous attendez à ce qu'on termine avec une recommandation cinéma. Eh bien non, c'est la dernière de la saison, donc on va un peu changer les règles. On va parler de télé-réalité africaine. Le dimanche 2 août 2020, après quasiment 6 mois de promotion non-stop, le Cameroun a enfin accueilli sa nouvelle émission de télé-réalité tant attendue, Biggie 237. Il y aurait beaucoup à dire sur l'événement de lancement en question, mais avant tout, il faut que je vous donne le contexte, forcément. Donc, sauf si vous vivez dans une cave depuis à peu près 15 ans, vous avez forcément dû entendre parler de Big Brother. Il s'agit d'une des premières et plus célèbres émissions de télé-réalité nées en 1999 aux Pays-Bas. Le concept est plutôt simple. Plusieurs candidats sont enfermés dans une maison et coupés du monde pendant environ 3 mois et leur quotidien est filmé 24 heures sur 24. Chaque semaine, certains d'entre eux sont soumis au vote du public et ceux qui reçoivent le moins de votes sont éliminés. Le ou la gagnante remporte en général une belle somme d'argent ainsi qu'une voiture ou tout autre cadeau selon les sponsors. Cette émission a été exportée aux 4 coins du monde et bien sûr, l'Afrique n'est pas en reste. Il y a eu d'abord Big Brother Africa en 2003, une version panafricaine de l'émission, tournée en Afrique du Sud avec des candidats venant d'une dizaine de pays africains. Puis en 2006, il y a eu Big Brother Naija, l'édition nigériane. Et autant vous le dire, si Big Brother Africa n'a pas survécu depuis 2014, sa version faite au Nigeria cartonne, surtout depuis ces 3 dernières années. Avec près de 240 millions de votes recueillis lors de la saison 2019, Big Brother Naija est un véritable phénomène de société et considéré comme l'émission de télé-réalité la plus regardée et probablement la plus rentable d'Afrique de l'Ouest. Les candidats qui y participent deviennent à leur sortie de véritables stars qui sont suivis par des millions d'abonnés, deviennent des influenceurs, certains même deviennent acteurs ou ambassadeurs de marques. Bref, l'émission fabrique chaque année des stars sur la toile.
Suivi non seulement au Nigeria, mais aussi au Ghana et dans la partie anglophone du Cameroun, le succès du show a donné des idées à certains au pays de Paul Biya et ils ont décidé de lancer une version camerounaise quasiment copier-coller de Big Brother Naija, Biggie 237. Plus de 900 jeunes Camerounais se sont présentés au casting et après plusieurs rounds d'élimination, 25 d'entre eux ont été retenus pour intégrer la fameuse maison des candidats lors de l'avant-première du 2 août 2020 dans la ville de Douala. À la clé, 10 millions de francs CFA pour celui ou celle qui restera jusqu'au bout des 8 semaines de compétition. Curieuse de savoir ce que ça donnerait, et parce que je comptais vous en parler éventuellement, j'ai décidé de regarder le live. Un live qui a duré 5 heures. Vous voyez ce que je suis prête à supporter pour cette émission, hein ? Bref, avant de parler des mauvais points, on va commencer par les bons. Créer une édition camerounaise de cette émission à succès est une bonne idée. C'est sûr que ce n'est pas le programme télévisé le plus instructif du monde, mais si ça permet de faire éclore des talents et de faire vivre différents corps de métier dans le milieu du divertissement, ma foi, pourquoi pas. Et parlant de ça d'ailleurs, mon autre point positif est sur le look des candidats et surtout des candidates lors de la soirée de lancement. Elles n'ont clairement pas lésiné et ont su mettre en valeur, la plupart d'entre elles en tout cas, les créateurs de mode locaux, donc j'ai envie de leur dire bravo. Et enfin, produire une émission de ce calibre, quand on n'a pas les moyens qu'ont les Nigérians ou les Sud-Africains, ce n'est pas une tâche facile, c'est sûr. Mais justement, on va évoquer les quelques petits points négatifs. Tout d'abord, le manque de moyens ne justifie pas tout. L'émission de lancement a commencé avec plus de 3 heures de retard, mais bon, je suppose que tout le monde se serait étonné s'ils avaient démarré à l'heure. Par ailleurs, pour un programme télé qui était très attendu et très commenté en ligne, on était en droit d'avoir une meilleure animation des réseaux sociaux de l'émission. Or, malgré l'engagement des internautes, les comptes de Biggie 237 étaient peu actifs. Pas de photos live de l'événement, pas de posts sur les différents candidats, pas d'image du tapis rouge. Bref, il n'y avait visiblement pas de dispositif social media sur place. Je passe sur la déco de l'espace, sur la manière dont c'était filmé, le manque de lumière qui ne permettait pas de voir clairement les visages des candidats ou des animateurs. Parlons d'eux d'ailleurs, le lendemain de cet événement, la dénommée Vicky Fokala, qui avait été choisie comme animatrice principale, a publié un post sur Facebook annonçant qu'elle démissionnait de son rôle, probablement suite à de très nombreux commentaires négatifs sur sa prestation. Et le co-animateur, Tito Valéry, quant à lui, a exigé que les producteurs de l'émission le payent pour son travail avant le 7 août, dernier délai, sinon il userait d'autres voies et moyens. Eh bien, ça démarre bien, ma foi. Il y a littéralement plus d'ambiance et d'intrigue autour de Biggie 237 que dans l'émission en elle-même. Quoi qu'il en soit, ce lancement pour le moins chaotique a su attirer l'attention, notamment de nos voisins nigérians, qui n'ont pas manqué d'incendier le programme sur les réseaux sociaux, certains n'hésitant pas à comparer la maison des candidats à un centre d'isolation pour malades du Covid-19. Ouch, ça c'est pas sympa. Mais bon, tout ce buzz a quand même donné une visibilité internationale à l'émission, c'est déjà ça. On souhaite donc bonne chance aux candidats de Biggie 237 et si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble, eh bien rendez-vous sur la chaîne My Media Prime si vous êtes au Cameroun ou sur la page Facebook de l'émission. Bon visionnage. Pour conclure les news de la semaine, le chanteur Burna Boy a annoncé la sortie de son album Twice as Tall. Prévu pour le 14 août prochain, on devrait y retrouver 15 chansons, dont des collaborations avec Youssou N'Dour, Stormzy, Chris Martin du groupe Coldplay ou encore le boys band kényan Sauti Sol. Côté production, les Américains Timbaland et Diddy auraient également participé à l'élaboration de ce projet. À en juger par ces différentes informations, l'album sera probablement plus éclectique que le précédent, de quoi préparer la rentrée dans la bonne vibe. Ça y est, nous y sommes, c'est la fin du débrief saison 1. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir suivis depuis l'épisode pilote. Je tiens à saluer le travail de Samuel, France-Carole, Patrick, Aniel, Macha, Ghislain et Raphaël, qui m'ont permis de produire et animer ce programme pendant 15 semaines. Merci également à vous pour les avis, les commentaires constructifs, les partages et les encouragements. C'est justement grâce à vos retours que nous avons envie de vous proposer une deuxième saison encore plus pointue et plus qualitative. On va donc prendre un petit moment pour souffler un peu, parce qu'on en a besoin, avant de nous remettre au travail sur ce chantier qui nous attend. Quant à la date de lancement de notre deuxième saison, où est-ce que ce sera diffusé, quelle sera la nouvelle orientation de l'émission, etc. Je sais que vous avez beaucoup de questions. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre making-of. Ce sera l'occasion de découvrir les coulisses du débrief et pour nous de pouvoir répondre à vos interrogations.
Sur ce, du plus profond du cœur, merci encore pour votre soutien. Pour me suivre, c'est @PaolaAudrey sur les réseaux sociaux ou ma newsletter africa-digest.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres et à très bientôt.